Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bordeaux à un yoga festival, au Bliss Festival de Bordeaux à Darwin, dans ce magnifique centre là, et puis j'en profite pour quand même vous présenter, j'ai l'honneur de l'interviewer parce que ça fait quelques mois déjà que je l'ai découvert, Jérôme qui a créé le Yogasana à Bordeaux, et donc tu enseignes le yoga depuis de nombreuses années, tu l'as fait dans plein de pays. Ça n'a pas toujours été le cas, donc je suis ravie de parler de ton parcours parce que quand même tu as découvert le yoga dans des circonstances assez extraordinaires, j'ai envie de dire, ou dramatiques hein, carrément. Tu étais parachutiste. Oui, j'ai été parachutiste pendant 10 ans, donc j'ai servi 10 ans dans l'armée française. Donc c'est ce qui m'a amené justement au yoga. Au bout de 10 ans, c'est un passage de l'armée à professeur de yoga. C'est dingue ça, et tu t'es éclaté le genou quand même. En fait, j'ai eu 3 accidents majeurs pendant les 10 ans. Le 3e, c'était le plus violent, celui qui m'a laissé 20% en mobilité réduite. C'était en 2003 en Afghanistan. Ouais. Et le yoga, c'est ce qui m'a permis à retrouver la mobilité de ma jambe, ouais, la mobilité de mon dos, et à contredire tous les docteurs qui m'avaient pronostiqué 20% mobilité réduite. Donc maintenant, je cours, je marche, tout va bien. Parce que tu ne trouvais pas de solution, d'après ce que j'ai compris, dans la médecine traditionnelle ou même alternative. Hein. Et le yoga a contribué au fur et à mesure. Tu t'es tout de suite aperçu des résultats? Je veux dire, comment ça s'est passé? Alors, avant de passer au yoga, j'avais tout essayé, que ce soit les séances de kiné, l'ostéopathe. Ma mère m'a même amené à Lourdes pour essayer de guérir. Et en fait, rien n'a fonctionné. Et c'est un ami qui a guéri sa jambe avec le yoga qui m'a conseillé d'essayer de faire la même pratique, ouais, pour voir si avec moi ça fonctionnerait. Ouais. Et les 4 premières classes ont été très difficiles et à force de persévérer, de continuer, parce que c'était ma dernière chance, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ça a été une transformation pas juste physique mais aussi psychologique, émotionnelle. Ça a été un basculement total, un changement de vie on va dire. C'est ça que des fois on s'en rend pas toujours compte dans le yoga quand on le pratique pas de manière régulière ou qu'on n'a pas encore essayé, c'est que il y a des postures, je veux dire le professeur de yoga, parce que maintenant tu enseignes le yoga et tu formes des professeurs de yoga, mais le professeur va adapter aussi certains exercices en fonction de tes conditions, c'est-à-dire que pas tout le monde est au même niveau dans un cours quand même, faut quand même le dire. C'est pas tout le monde au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a les femmes enceintes, il y a les gens blessés, il y a les personnes âgées, tout le monde a des conditions différentes. Il y a des adaptations pour les femmes enceintes et pour les gens blessés, il y a des postures thérapeutiques qui servent justement comme médecine pour réaligner le corps, réaligner le système squelettique, retrouver sa flexibilité, retrouver sa forme, retrouver sa force, retrouver sa liberté de mouvement. Donc certaines postures sont thérapeutiques et c'est pour soigner, guérir, améliorer l'état physique. Je me souviens d'une des postures comme ça en Bikram yoga qu'on a fait et tu disais, parce que j'avais du mal à partir, faire ces positions arrière, et non, ça nous indique certains blocages ou un travail qu'il y a à faire, et c'est vrai que certaines positions vont être plus confortables que d'autres, mais c'est une bonne chose justement, c'est l'occasion de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau même dans sa vie. Oui, mais ouvrir le corps, c'est pas juste ouvrir le corps, c'est aussi ouvrir les parties émotionnelles qui sont enracinées dans le corps. Ouais. Et les pensées aussi, le mental qui est connecté avec le corps. Ouais. Donc le but, c'est pas juste de libérer le physique, c'est de libérer l'émotionnel et le psychologique. Les 3 travaillent ensemble. Ouais. Et pendant la classe de yoga, c'est pas juste un exercice physique, c'est aussi un exercice émotionnel et psychologique. Ça permet d'avoir une idée de la personne dans l'état où elle est, sa personnalité, son humeur, son état physique, son état psychologique. Donc une posture de yoga, ça en dit beaucoup sur la personne, oui. Il y a des jours où ça passe pas, il y a des jours où c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Le mental est tellement présent quand même. Même dans la même journée, une pratique le matin sera différente que la pratique du soir. Et une pratique un jour où on a bien dormi sera différente d'une pratique où un jour on a mal dormi. Toutes les pratiques sont différentes selon le moment de la journée, selon l'état de la journée. C'est un peu comme l'horoscope. Ça change toujours et pourtant ça reste le même signe. Le yoga, c'est des fois toujours la même posture, mais c'est jamais les mêmes sensations. Ça, et petit à petit on progresse, je veux dire, c'est pas seulement pour des personnes souples, parce qu'il y a quand même un sacré apprentissage, c'est sur le long terme là dont on parle. Ah mais justement, c'est pour les personnes qui ne sont pas souples et qui veulent devenir souples. Souvent c'est l'excuse que j'entends souvent des débutants qui veulent commencer le yoga, ils me disent je peux pas faire de yoga, je suis pas assez souple. Mais justement c'est la bonne raison pour commencer le yoga, c'est pour devenir souple.
Ça équivaut à dire je ne peux pas prendre une douche parce que je suis trop sale. Mais justement, on prend une douche pour se laver, pour être moins sale. Le yoga, c'est pour gagner en souplesse, pour gagner la souplesse qu'on n'a jamais eue ou la souplesse qu'on a perdue. Et par lequel on démarre? Parce que comme on disait tout à l'heure, hier on a fait un direct sur Facebook, tu sais, il y a presque des centaines de différents types de yoga. Je veux dire, par où commencer, comment choisir, comment trouver le bon prof. Je sais que moi, ça m'a mis une éternité avant de te trouver. Le dernier date d'il y a 5 ans. Donc, et je ne souhaitais pas juste pratiquer. Et je pense que c'est important aussi de bien choisir son prof et de pas simplement un cours de yoga pour un cours de yoga. Non, c'est plus qu'une pratique. Je veux dire, c'est une philosophie carrément. Et le professeur doit incarner quelque chose, cette richesse, cette sagesse quand même qu'on a envie aussi dans le yoga. En fait, le yoga qu'on va choisir, c'est le yoga qui nous correspond par rapport à son profil, à sa personnalité. Parce que le yoga, c'est un peu comme la musique. Tu sais, il y a la musique classique, le blues, le rock, le rap. Et selon la personnalité, des personnes vont être plus attirées par un certain style musical en ce qui les concerne. Le yoga, c'est la même chose, il y a plusieurs styles, et il y a un style qui va plus ou moins nous parler, qui va nous connecter plus qu'un autre, mais ça dépend de la personnalité. Le mieux pour savoir, c'est d'essayer les différents styles pour faire sa propre expérience. Parce que si on suit les conseils des autres, ça reste l'expérience des autres, et tout le monde est unique, tout le monde est différent, et le mieux c'est de faire sa propre expérience pour choisir le yoga qui nous correspond le mieux, et pour connaître aussi le yoga qui nous correspond le moins. Et au niveau du prof, tu as des conseils comme ça, où il y a des certifications particulières? Je sais que tu formes aussi des professeurs, mais est-ce qu'il y a des pistes comme ça pour favoriser, à part y mettre une intention de tomber sur et d'avoir un bon prof? Qu'est-ce que tu dirais qui sont les différents éléments qui font que c'est un bon prof de yoga? Un bon prof de yoga, ça se reconnaît surtout par rapport à ses élèves. Généralement, c'est les élèves qui parlent du prof. Si c'est le prof qui parle de lui-même, c'est pas vraiment un bon prof, puisque le but c'est que ce soit les élèves qui soient satisfaits. Le but c'est de développer la pratique des autres et non pas développer juste sa propre pratique. Un bon prof, c'est quelqu'un qui aide à développer la pratique des autres plutôt que d'afficher sa propre pratique. Donc il y a cette générosité, cet élan de cœur, cette ouverture que le prof va avoir, cette présence. Oui, un partage. L'envie de partager une passion, l'envie d'aider avec les connaissances ou la pratique que l'on a soi-même, l'envie de partager avec les autres ce que le yoga nous a donné à nous. Donc être prof, c'est envie de partager le yoga avec les élèves. Ouais. Et je trouve que c'est plus que simplement ces mouvements. Je veux dire, toi, c'est ça que j'ai apprécié. C'est que tu expliques aussi d'autres aspects, en quoi les parallèles avec la vie, la philosophie derrière et tout ça. Et ça permet d'aller plus loin, je trouve, dans sa pratique, dans son corps, de comprendre plus un peu cet espace dans lequel on est. Ouais, c'est pas juste des postures. Ouais. Le corps, c'est un véhicule, mais il y a un pilote, c'est le mental. Et il faut arriver à connecter le mental avec le véhicule, le corps. Donc les postures sont là comme un outil, mais il faut arriver à comprendre la philosophie qui se cache derrière, l'attitude pendant les postures. Parce que le yoga, en fait, c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est la manière dont on le fait. La manière dont on pratique le yoga, c'est ça qui va faire le vrai yoga avec la philosophie qui se cache derrière. Si ce serait juste des postures, mais un gymnaste ou une danseuse peut faire les mêmes postures avec la même souplesse. Mais l'attitude pendant la posture, la manière dont faire la posture, c'est toute une philosophie. Donc c'est pas juste un exercice physique, c'est un style de vie, c'est la façon dont on pratique va en dire beaucoup sur la pratique. Et ces moments qu'est-ce que tu conseilles quand il y a certaines postures qui coincent ou certaines positions on a du mal à aller plus loin, ou je veux dire on sent cette souffrance là dans cet instant, pour dépasser justement cet état-là, qu'est-ce que tu dis à tes élèves? Mais généralement, la posture qu'on déteste le plus, c'est celle dont on a le plus besoin. Le problème ne vient pas de la posture. C'est soit un problème physique, soit un problème émotionnel, soit psychologique. La posture est là comme un outil pour révéler le point faible. Et la posture qu'on déteste le plus, c'est d'essayer de s'en faire une amie. Essayer d'aimer la posture, de comprendre la posture, d'essayer de comprendre pourquoi cette posture bloque, pourquoi j'ai un blocage dans cette posture. Souvent, les élèves demandent « mais pourquoi je dois faire cette posture ?» La vraie question, c'est pourquoi je n'arrive pas à faire cette posture. Et ça va trouver la source du problème. Ça peut être un problème physique, ça peut être un problème psychologique. Donc ça peut amener vers d'autres choses. Il y a d'autres choses qui gravitent autour du yoga. On a parlé des œufs d'Ioni, par exemple, qui sont complémentaires aussi pour tonifier ce périnée, mais il y a d'autres thérapies ou d'autres choses qui peuvent aider dans sa pratique de yoga?
Déjà, le yoga en lui-même, ça aide, mais le yoga, c'est aussi une préparation pour la méditation. Oui. Le yoga et la méditation sont complémentaires. Oui. Et la méditation est une thérapie plus pour le mental, pour la conscience. C'est pour se reconnecter avec soi-même. Et pas avec la personne qu'on pense être, mais avec la personne qu'on est en réalité. C'est deux choses différentes. La personne qu'on pense être et la personne qu'on est en réalité. Et le but du yoga, c'est d'essayer de reconnecter avec la personne qu'on est en réalité, de l'apprécier, de l'aimer. Et c'est la plus belle histoire d'amour. Et après, ça permet d'apprécier les autres tels qu'ils sont. Déjà, s'apprécier soi-même tel qu'on est. Et après, apprécier les autres tels qu'ils sont. Donc en fait, c'est une philosophie où on fait un travail sur soi-même pour ensuite pouvoir travailler avec les autres. Et vivre en harmonie avec soi, avec les autres, avec la nature, avec l'univers en général. Du Bikram yoga, plus particulièrement, et l'acro-yoga après. Mais le Bikram, tu nous disais dans le cours, moi c'est particulièrement un cours que j'apprécie, mais tu disais, en Inde, il fait déjà super chaud en fait. Et concrètement, quand on fait du yoga, il y a ces températures qui sont élevées par le nous du Bikram. Donc c'est lié, ça vient de là ou c'est les Américains? Parce que toi, tu as pas mal appris aux États-Unis. Ça vient d'où ce Bikram en fait? Alors déjà, c'est vrai que ça s'est développé énormément aux États-Unis, mais Bikram c'est une personne qui a développé la pratique aux États-Unis, mais il vient d'Inde à l'origine. Et en Inde, c'est vrai qu'il a l'habitude de pratiquer dans la chaleur. Donc souvent, beaucoup de gens pensent que le yoga dans la chaleur c'est nouveau, mais en fait ça a toujours existé. On pratique toujours le yoga dans la chaleur en Inde. Ensuite, il y a des aspects au niveau thérapeutique, c'est que la chaleur elle est là pour détoxifier le corps par la transpiration. Et ça évite les blessures puisque le corps est beaucoup plus détendu, beaucoup plus chaud pour éviter les blessures physiques. Et ensuite, la chaleur, elle est là pour mettre un petit peu de pression psychologique pour apprendre à rester calme et détendu dans un moment qui peut être inconfortable. C'est pour essayer d'apprivoiser son langage interne, son dialogue interne pendant la pratique. Donc la chaleur, c'est un outil, plus un ami pendant la pratique qu'un ennemi. Et elle est partie intégrante du Bikram, ouais. Elle est la partie intégrante du Bikram. Il y a des contre-indications quand c'est comme ça? Alors, généralement, il y a des contre-indications pour les gens qui ont des maladies cardiovasculaires qui sont sous médicaments. Là, il vaut mieux l'avis d'un médecin. Mais en règle générale, c'est comme aller au bord de la plage pour bronzer l'été. C'est pas la même chaleur qu'un sauna ou qu'un hammam. Il fait 38-40 degrés. C'est une chaleur estivale qu'on recherche l'été pour aller se prélasser au bord de la plage. Donc ce n'est pas contre-indiqué, sauf pour les personnes vraiment qui ont du mal à supporter la chaleur. Mais généralement, les personnes qui ont du mal à supporter la chaleur ne penseraient pas essayer de faire une classe de yoga en chaleur. Mais normalement, il n'y a pas de contre-indication, sauf si la personne est sous médicament pour des maladies cardiovasculaires. Et là, je les vois là en train d'en faire à côté du acro-yoga. Parle-nous un petit peu, parce que je sais que tu formes aussi, et c'est quand même particulier cette forme de yoga, là. Parle-nous-en. Alors, l'acro-yoga, à la base, ça vient de l'Inde. Pareil, le yoga vient de l'Inde. Et c'était pour les enfants, dans les ashrams, pour leur aider à faire découvrir le yoga dans une manière ludique. Par le jeu, parce que les enfants n'ont pas la même manière de se concentrer ou d'apprendre. Ils apprennent par le jeu. Et en fait, c'est un mélange de yoga, d'acrobatie et de massage thaï. Donc il y a très longtemps en Inde, en fait, les moines qui pratiquaient le massage thaï ont appris le massage thaï aux yogis. Et en échange, les yogis ont appris le yoga aux moines. Et cette combinaison des deux est devenue l'acro-yoga. Et c'est l'école du cirque qui, dans ses nombreux voyages, quand elle a découvert l'acro-yoga, l'a transformé en y rajoutant une touche acrobatique. De la même manière, quand l'école du cirque a découvert le yoga en Inde, ils l'ont transformé dans le contorsionnisme qu'on retrouve dans le cirque actuellement. Mais à la source, ouais, c'est une médecine. Avant d'être c'est beau, hein, on les voit là, mais on a l'impression que c'est pour un certain type de gabarit quand même. Alors ça, c'est aussi une idée préconçue. On pense que c'est acrobatique, que c'est difficile. Mais par le jeu, on peut arriver à faire des choses qu'on pense impossibles. On peut les faire facilement et en s'amusant. Mais ça ne se fait pas seul. C'est-à-dire qu'il faut sentir la sécurité de la personne qui nous fait flyer, qui nous fait faire les acrobaties. Il y a toujours une personne à côté qui fait la sécurité, qui donne des conseils. Donc ça se pratique jamais seul, c'est à plusieurs. Et il y a une histoire de communication et de confiance, de partage avec l'autre, qu'on ne retrouve pas dans le yoga traditionnel où c'est un travail sur soi-même, seul. L'acro-yoga, c'est un travail à plusieurs, donc l'autre fait partie intégrante de la pratique. C'est-à-dire on se découvre à travers l'autre et on découvre l'autre pendant la pratique.
C'est assez ludique et ça permet de réveiller son âme d'enfant. On a tous une âme d'enfant qui, pour la plupart, certains dort depuis longtemps. Pendant l'acro-yoga, cette âme d'enfant se réveille par le jeu, par le rire. Et on renforce le corps sans s'en rendre compte parce que comme on s'amuse, on est concentré, on renforce le corps par le jeu et c'est le lendemain au réveil qu'on sent les courbatures. Mais sur le coup, on travaille énormément physiquement, que ce soit la souplesse, la force, l'équilibre, par le jeu. Donc c'est ludique. Ouais. Bon, on ne va pas forcément commencer par l'acro-yoga par contre. On peut commencer par l'acro-yoga, mais il y a différents niveaux. Acro-yoga débutant, acro-yoga intermédiaire et acro-yoga un peu plus avancé. Le mot acrobatique fait un peu peur, mais en fait, les bases de l'acro-yoga, comme je disais, c'est du massage et du yoga, avant même de passer à l'acrobatie. Donc pour commencer l'acro-yoga, on commence avec des positions basiques, aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Et on s'aperçoit souvent que c'est les adultes qui ont le plus peur. Puisque en fait, les adultes ont la peur de l'inconnu. Les enfants, eux, ce n'est pas la peur de l'inconnu, c'est la curiosité. Alors qu'on a tous été des enfants. Alors qu'est-ce que est devenu cette curiosité pour se transformer en peur de l'inconnu? Alors ça, je n'ai pas la réponse. Mais les adultes ont plus peur que les enfants. Mais ce qui se cache derrière la peur, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que la peur elle-même. Et l'acro-yoga, ça permet de dépasser certaines limites émotionnelles, justement. Et ça permet de réaliser en fait qu'on est capable de faire des choses fantastiques sans s'en rendre compte si on essaye de faire au moins une fois de temps en temps des choses qui nous font peur. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est quand on sort de sa zone de confort que la magie se passe. Et l'acro-yoga, c'est un outil pour sortir de sa zone de confort. Et ceux à qui tu enseignes ça, c'est déjà des profs de yoga, il y a une certaine certification pour en arriver à ce stade-là? Alors, la plupart sont profs de yoga, profs de sport, profs de pilates ou viennent de l'école du cirque, sont des gymnastes. Donc, ils ont déjà un background derrière eux, ils ont déjà de la pratique et ils ont fait quelques classes d'acro-yoga. Donc, ils ont découvert la passion de l'acro-yoga et ils veulent en apprendre un peu plus. Il faut avoir déjà un petit niveau de base avant de pouvoir essayer de faire les stages complets pour devenir prof. Mais c'est accessible à tous à partir du moment où on est motivé. En fait, une personne qui est motivée, qui est intéressée, peut réussir tout ce qu'elle choisit d'entreprendre. Mais il faut la motivation derrière. Ça te manque ces voyages? Parce que maintenant tu es tellement pris ici, un petit peu moins de voyages où tu continues à faire ça, parce on a parlé énormément d'Hawaï, on a des amis en commun. Je dirais à un moment, quand tu lances comme ça, c'est merveilleux de créer, pas de sédentariser, mais de créer un studio comme ça de pilates et de yoga. Mais ben voilà, tu bouges peut-être un peu moins, il y a des choses que tu as mis de côté ou tu retrouves cet équilibre ici? Comment tu gères ça? Alors justement, je suis entre les deux, c'est-à-dire que moi j'adore voyager, j'ai voyagé toute ma vie. Rester sur le même endroit plus longtemps, 2 ans maintenant pour enseigner. Heureusement qu'il y a les élèves et l'équipe autour qui me motivent et je suis passionné par ce que je fais. Mais c'est vrai que j'ai besoin de voyager pour me retrouver en fait. Parce que si tous les jours se ressemblent, j'ai l'impression de perdre le moment présent. L'avantage quand on voyage, c'est qu'on est vraiment dans le moment présent. Tout est nouveau. Tout est intéressant, tandis que quand c'est une routine qui se répète tous les jours, ça peut vite devenir dangereux. Donc c'est un peu, on va dire, une prison dorée, parce que c'est mon petit temple, le studio de yoga. Mais bon, la cage est ouverte et je peux sortir quand je veux. Mais le voyage me manque, mais ça fait partie de mon programme. Je pense d'ici 1 an, je vais reprendre des vacances, revoyager une fois que tout sera installé, stabilisé, que les profs pourront être indépendants et autonomes. Là, je vais pouvoir commencer à reprendre le voyage. Parce que c'est pas toujours simple comme ça quand on est la tête d'affiche d'un studio et que les gens souhaitent passer du temps avec toi, que ce soit toi qui leur enseigne et en même temps il y a plein de super profs tout autour, mais pas facile cette étape de lâcher, de s'ouvrir vers autre chose et de lâcher le bébé en gros et de se sentir suffisamment en confiance avec la transmission aussi que les autres vont pouvoir apporter. Ouais, c'est un travail de tous les jours, mais c'est un peu comme dans la vie, c'est entre tenir bon et en même temps lâcher prise. C'est trouver le juste milieu. Donc là, j'ai une équipe de profs fantastiques avec des élèves super satisfaits. Et le but, c'est que l'esprit de Yogasana puisse continuer à vivre sans moi, que je puisse partir et continuer de voyager, mais que l'esprit, la philosophie qui se cache derrière puisse rester vivante et que les élèves puissent se sentir comme à la maison, à Yogasana, quand ils viennent pratiquer. Donc en fait, c'est un état d'esprit, c'est pas juste une... Tu décrirais comment?
L'état d'esprit, en fait, c'est que la connexion qu'il y a entre les élèves et les profs, les élèves souvent restent longtemps après la classe pour poser des questions, pour qu'il y ait un échange, une communication, pour qu'il y ait des réponses à des questions. Vraie communauté. Ouais, ça fait un village dans la ville, tout le monde se connaît, les élèves, les profs, tout le monde prend des nouvelles de tout le monde. C'est un peu une petite l'auberge espagnole où tout le monde se réunit pour pratiquer le yoga et pour se sentir mieux en fait. Donc c'est pas juste une école où on vient pratiquer et on s'en va, c'est une école où on se sent chez soi, que ce soit avec moi ou avec les autres profs, c'est la même chose, mais il y a un état d'esprit où c'est convivial, on va dire que c'est convivial, c'est ce qu'il faut c'est que les gens se sentent comme chez eux. Ouais. On ressent ça avec le petit thé, ces petites intentions, ces nouvelles découvertes de jus local, c'est chouette ce partage-là, ou de cartes même. Certains de tes profs, Audrey par exemple, qui fait du yoga prénatal, demande une carte, de choisir une carte, un message du jour, donc chacun ses petites attentions. Chacun a sa spécialité, chacun a sa petite touche personnelle et c'est ce qui fait le charme de chaque prof. J'ai une prof qui est aussi ostéopathe et qui apporte sa touche d'ostéopathie dans l'enseignement, dans la pratique. Il y a Audrey avec ses petites cartes, donc chacun a un profil bien spécial c'est pas moi qui les ai choisis, en fait c'est les élèves qui choisissent. Moi c'est les élèves qui choisissent les profs, comme ça j'ai au moins j'ai la certitude que les élèves soient satisfaits de la qualité de l'enseignement. Donc c'est pas moi qui choisis les profs, je sélectionne les profs, mais après c'est les élèves qui confirment si le prof est un prof de qualité. Et là j'ai eu de la chance. Ça m'a mis 2 ans à trouver les bons profs, mais j'ai une équipe fantastique. Ouais. Bravo Jérôme, merci pour cette délicieuse interview, je suis ravie de pouvoir partager cette information et que ce soit diffusé. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Et puis au plaisir de pouvoir redémarrer tes cours normalement après l'accouchement. Et en attendant, je sais que je vais aller voir Audrey aussi pour le yoga prénatal. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à toi pour cette interview, pour ta présence, pour l'énergie que tu rayonnes, puisque j'en entends beaucoup parler des élèves sur Facebook et YouTube. Et puis c'est un plaisir de partager des moments avec toi. Reviens quand tu veux, reviens au studio et pratique. Merci beaucoup Jérôme, on vous embrasse très fort du festival Bliss à Bordeaux, Darwin. Gros bisous. Au revoir, namasté.